Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Valérie Kempa qui est ergothérapeute bibliothécaire. Ça peut paraître particulier comme titre, mais elle nous a tout expliqué, ces deux professions en fait qui se sont jointes en une seule. Elle nous a parlé du métier d'ergothérapeute, elle nous a parlé du développement moteur de l'enfant et elle nous a surtout donné de superbes trucs pour stimuler le développement moteur de notre enfant dans notre quotidien sans que ça nous coûte cher, puis surtout dans le plaisir. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Valérie! Bonjour Alexandra! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que je pense que le métier que tu exerces, en fait, les deux métiers que tu exerces ne vont pas systématiquement un avec l'autre. Effectivement. Et ne sont peut-être pas complètement compris des parents et des gens en général. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles. Présente-toi un peu, puis dis-nous justement, qu'est-ce que c'est une ergothérapeute bibliothécaire? Avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, un ergothérapeute bibliothécaire, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, parce que j'ai fait un saut quand j'ai vu ça. Oui. J'ai dit Valérie Kempa, ergothérapeute bibliothécaire. Ah ben, d'où ça vient? D'où ça vient? Fait que tout d'abord, je suis ergothérapeute de base. Depuis 2011, j'ai toujours travaillé en pédiatrie, en milieu scolaire. C'est vraiment mon milieu chouchou d'être dans le milieu de vie des enfants, les voir au quotidien. Je trouve ça fantastique. Puis rapidement, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu l'idée de fonder une maison d'édition en ergothérapie, Ergo Édition, qui est maintenant une collection de livres chez les éditions Regard Neuf. OK. Puis à travers cette aventure-là, que j'étais en contact avec beaucoup de bibliothécaires. Puis j'ai fait « Ah, mais c'est quoi les études pour être bibliothécaire exactement? Oui. » Puis c'est là que ça fait « Ah, ben c'est une maîtrise. » Fait que c'est un baccalauréat dans n'importe quel domaine, puis une maîtrise par la suite. Bac que tu avais déjà? Que j'avais déjà en ergothérapie, puis la maîtrise aussi. Fait que une maîtrise, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Pourquoi en faire seulement une? Ben oui, exactement. Fait que là, mon chum, il dit « Tu vas-tu être rendu à faire 3 doctorats par la suite? » Je dis « Non, on va arrêter ça, là. » Fait que le milieu des bibliothèques m'intéressait beaucoup, plus particulièrement la littérature jeunesse. Fait que je me suis spécialisée là-dedans à la maîtrise. Fait que j'ai même fait un projet de maîtrise sur comment favoriser l'inclusion des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, donc les élèves HDAA reconnus par le ministère, pour favoriser leur inclusion en classe dite ordinaire. Grâce aux livres. Wow! Mais ça, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi, j'ai 2 enfants à besoins particuliers qui sont, dont un qui est classé HDA. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une ergothérapeute, c'est quoi le métier d'ergothérapeute? Parce qu'on sait physiothérapeute, qu'est-ce que c'est? Psychologue, on sait qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une ergothérapeute? Ça, c'est la question à 1 million que tout le monde se pose. Puis comme ergothérapeute, ils nous le disent dès qu'on rentre dans le programme, prépare-toi à l'expliquer toute ta vie. Alors, une fois de plus aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Je me sens prête. Oui. Donc, un ergothérapeute, le but, c'est vraiment l'autonomie. Bien, moi, je parlais beaucoup à propos des enfants. Oui, absolument. Mais ça touche vraiment autant les enfants qui sont des grands prématurés que les personnes centenaires, santé mentale, santé physique. Fait que moi, c'est plus en pédiatrie que j'ai évolué. Fait qu'un ergothérapeute en pédiatrie, notre but, c'est vraiment de rendre l'enfant le plus fonctionnel et autonome dans toutes les activités qu'il fait à tous les jours. OK. Donc, comme ergothérapeute, on va vraiment considérer 3 principaux éléments. Fait qu'on va considérer, l'enfant, c'est quoi ses forces? C'est quoi ses défis, les choses qui vont être à travailler davantage? Et surtout, c'est quoi ses intérêts? Parce qu'on passe beaucoup par le jeu pour favoriser leur développement énormément. Donc, on part de leur intérêt à eux. L'autre élément qu'on va considérer, c'est les occupations. Parce qu'en anglais, ergothérapeute, c'est occupational therapist. Donc, le thérapeute des occupations. Donc, on est un peu un spécialiste des activités que l'enfant réalise à tous les jours. Puis ça, c'est vraiment autant l'étape de la propreté que l'habillage, que l'alimentation, que l'écriture, le coloriage. Donc, vraiment tout ce que l'enfant fait à tous les jours. Puis l'autre élément important qu'on va considérer, c'est l'environnement. Donc, tant l'environnement humain, donc le mobilier, l'architecture autour de l'enfant, qui pourrait représenter des barrières, que des fois aussi l'environnement, l'environnement physique, je voulais dire, puis l'environnement humain aussi, les personnes qui l'entourent. C'est quoi les facteurs facilitants? Et c'est quoi les obstacles? Fait qu'on considère tout ça. Puis vraiment, le but, c'est de rendre l'enfant le plus autonome dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est souvent des questions que j'avais en milieu scolaire, c'est par rapport à l'écriture.
Beaucoup. Oui, ça, c'est une préoccupation. Oui, souvent qu'on entend parler. Oui. Parce que surtout que l'écriture, c'est une activité que l'enfant fait à tous les jours, plusieurs fois. Fait qu'un enfant qui a des difficultés à ce niveau-là, bien, ça va avoir un impact sur son estime de lui, puis aussi sa motivation à aller à l'école beaucoup. Absolument. Donc, on va donner des trucs à ce niveau-là. Par exemple, un enfant qui a de la difficulté à écrire dans les trottoirs d'écriture qui sont très petits quand même. Oui. On comprend que ça se fait difficile. Oui, absolument. À ce niveau-là. Ou que, par exemple, il est capable d'écrire, mais ça va lui prendre le double ou le triple du temps qu'un autre enfant à la moyenne de son groupe. Aussi, il y avait beaucoup l'habillage. Quand l'hiver arrive, les ergothérapeutes sont présentes. Ah oui, les fermetures éclairs, les bottes, oui. Ah oui, la séquence, comment est-ce que je m'habille, il faut que je mette mon pantalon de neige avant mes bottes. Oui. Toutes ces étapes-là. Quand ils arrivent avec leurs mitaines toutes mises, mais qui ne sont pas habillés au complet. Oui, c'est là, ça. Ils nous regardent comme ça. Où suis-je? Tout à fait. Oui. Fait que ça, puis aussi, fait que ça touche vraiment à plein d'éléments différents. Autant, ça peut être aussi la collation, donc d'être en mesure de manipuler tous les différents contenants, des ouvrir. Oui. De manger avec des ustensiles aussi, beaucoup le positionnement assis au début de l'année, à la moitié de l'année, pour s'assurer qu'il y a une bonne posture, pour réaliser toutes les activités de précision avec les mains, comme l'écriture, le découpage, toutes ces tâches-là pour aussi augmenter leur attention. Fait que c'est assez varié parce qu'on est vraiment dans le concret, puis c'est ça que j'aimais beaucoup de cette profession-là. Alors, j'imagine que l'ergothérapeute va beaucoup observer avant d'agir. Il va beaucoup questionner, va regarder tout ce qui se passe autour de l'enfant, puis pour après ça, trouver des pistes de solutions aux défis. Exactement. Fait qu'on fait une évaluation. Puis un des moyens d'évaluer, bien, c'est beaucoup l'observation, comme tu le dis. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup en milieu scolaire, parce que quand l'enfant, par exemple, il a une difficulté au niveau de l'habillage, bien, moi, je demande c'est à quelle heure la récréation, puis je me rends, puis je l'observe. En contexte réel, avec toutes les distractions qui vont se trouver autour de lui. Puis après ça, on réfléchit ensemble, on élabore un plan d'action, donc avec nos objectifs, les différents moyens qu'on va mettre en place, puis toujours d'assurer un suivi, de se réajuster, toujours dans le but de favoriser l'autonomie des enfants. Oui, wow. OK, bien, je pense que tu as fait un bon topo du métier. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Puis là, bibliothécaire, on ajoute ça à ça. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait ça? Oui. Honnêtement, je pense que c'est la première ergothérapeute à aller faire une maîtrise en bibliothéconomie. Ben, en tout cas, j'en ai pas vu d'autres. Moi non plus pour le moment. Puis s'il y en a un autre qui se manifeste, qu'il m'écrit, ça va me faire plaisir. Dans les commentaires. Exactement. Oui. Fait que vraiment, je trouvais que la littérature jeunesse, j'ai toujours baigné là-dedans. Puis comme ergothérapeute, j'ai toujours utilisé comme moyen, parce qu'il y a de plus en plus de choix, une grande sélection qui est faite, puis je l'utilisais beaucoup au niveau de l'écriture, justement, de lire un livre avec les enfants. Par la suite, on poursuit l'histoire, on recopie des mots à l'intérieur des livres. Puis je voyais à quel point les enfants, ça les intéressait. Je me dis, il y a vraiment un filon à exploiter à ce niveau-là. Puis moi-même, avec mon garçon, je le fais beaucoup. Mon garçon, il est âgé de 3 ans et demi. On lit énormément de livres. Puis on lit souvent les mêmes livres. Hein? Oui. Oui. Fait qu'on lit beaucoup les mêmes livres. Fait que là, c'est de voir, mais de quelle façon je pourrais amener ça peut-être à un autre niveau? T'sais, une fois qu'ils connaissent bien les livres, de inclure justement les 9 sphères du développement des enfants qui existent là-dedans, dont la sphère motrice qu'on va parler aujourd'hui, pour les faire bouger. Surtout, moi, j'ai un garçon qui est beaucoup dans l'action. Fait que là, c'est de prendre le livre, de l'utiliser comme moyen pour favoriser son développement. Puis ça marchait super bien. Après ça, c'est comme j'ai approché l'équipe de Naître et Grandir. Il y a des capsules qui sont nées de là aussi. Puis vraiment, le monde a beaucoup accroché parce que c'est une nouvelle façon, nouvelle vision d'intervention qu'on peut faire, puis qui est facile à mettre en place aussi. Ben oui, puis on le fait déjà, lire des livres à nos enfants, donc pourquoi pas en profiter pour travailler autre chose que la littératie, c'est merveilleux. Exactement. C'est merveilleux. Bon, alors, maintenant qu'on a mis ça au clair, motricité. Oui. On entend motricité fine, motricité globale. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? C'est quoi ces termes-là? Puis en quoi comment on peut observer ça au quotidien chez notre enfant? Parfait. Donc, on commence avec motricité globale. C'est souvent lui qu'on explique au début, au niveau du développement. Fait que la motricité globale, ça correspond à 3 éléments. OK. Donc, le premier, c'est tous les déplacements. Tous les déplacements que votre enfant va faire pour se rendre du point A au point B. OK. Puis les enfants sont très imaginatifs. Fait que ce soit en marchant, en courant, en gambadant, en marchant en reculant aussi. En marchant sur les fesses quand ils sont tout petits. En sautant dans les airs comme un lapin. Donc, c'est tous les déplacements que l'enfant va faire. OK. Excuse-moi, j'ai juste... Oui, pas de problème, pas de problème. Mais non, vas-y. Hey, j'espère que ma voix va tenir, ça va bien se passer. Ben oui, ça va bien aller.
Mais c'est ça, parce que ça va de tout petit. Toi, en ergothérapie, un enfant, mettons, qui va se traîner en rampant jusqu'à la station debout, j'imagine. Là. Fait que c'est vraiment tous ces déplacements-là. Oui, qu'on va suivre, exactement. Puis même les enfants plus vieux, ben ils vont ramper en commando par terre pour aller sur la table de cuisine. C'est ça. Ils peuvent revenir au rampage. Tout à fait, exactement. L'autre élément, ça va être tous les changements de position que les enfants vont faire. Puis ça, ils en font beaucoup aussi. Fait qu'un changement de position, c'est de passer comme nous, en ce moment, on est assises. Bien, quand on va se lever, on va faire un changement de position. Puis les enfants, ils en font énormément. Comme tu mentionnais, quand ils sont tout petits, bien là, ils rampent. Après ça, ils vont se mettre à quatre pattes. Je me mets sur les genoux. Je me lève debout. Toutes ces étapes-là que les enfants font. Puis le dernier élément, c'est la transmission de la force. Fait que c'est de prendre une balle, de la lancer, frapper un ballon avec son pied. Fait que c'est pour ça que la motricité globale, c'est vraiment associé aux grands mouvements du corps et souvent au sport. Fait que tout ce qui touche la natation, donc ça va chercher ça, le soccer, le baseball, le vélo durant l'été. Oui, bien là, j'ai vu que tu avais fait d'ailleurs une capsule avec Marie Plourde, son maman favori, là-dessus, l'apprentissage du vélo. Exactement. Donc, c'est ça. Ça fait partie de la motricité globale. C'est en plein ça. Fait que ça touche la motricité globale. Puis souvent, on parle plus de la motricité globale au début parce que le développement de l'enfant se fait de la motricité globale vers la motricité fine. Donc, de proximal à proximité du cœur vers distal à distance du cœur jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains. Fait que souvent, des prérequis pour que la motricité fine soit plus facile chez l'enfant, bien, ça va être d'avoir une bonne posture. Puis ça se travaille beaucoup avec la motricité globale. Fait que la motricité fine, maintenant, c'est ça. C'est tous les gestes qui sont réalisés avec les mains, tous des gestes de précision. Fait que ça va être tout ce qui va servir à prendre, à manipuler puis à utiliser des objets. Souvent, l'exemple que je donne, c'est avec un crayon. Fait que l'enfant va le prendre, il va le manipuler pour placer ses doigts près de la mine, puis par la suite, il va l'utiliser pour écrire. Fait que ça, c'est souvent ça. Fait que au quotidien, on le fait continuellement. Par exemple, pour prendre ma bouteille d'eau, je vais la prendre, je vais la manipuler pour déboucher, puis par la suite, je vais l'utiliser en buvant de l'eau à l'intérieur d'elle. Donc, la motricité fine aussi, j'imagine, coordination œil-main, ça fait partie de ça, comme mettre de la nourriture à la bouche. Parfait. Donc, ça, c'est tout ce qui est considéré parce que motricité fine, des fois, on pourrait penser que c'est juste vraiment découper, écrire, mais c'est dans les gestes du quotidien. L'enfant qui commence à faire la petite pince avec ses doigts fait partie de la motricité fine, dans le fond. Exactement. C'est vraiment tout ce que l'enfant fait avec les mains. Fait que oui, c'est beaucoup associé en ergothérapie. C'est vraiment motricité fine égale écriture, mais ça va toucher toutes les attaches de vêtements dont on parlait. La fermeture éclair. Les boutons, les lacets aussi, une grosse étape. Manger avec des ustensiles, se brosser les dents, se laver le corps. Donc, toutes ces choses-là qu'on fait au quotidien et tourner les pages d'un livre. Absolument, ben oui, parce qu'il faut faire le mouvement, oui, effectivement. OK, parfait. Donc là, je pense qu'on a mis la table. Parfait. Maintenant, comment on fait pour stimuler tout ça, pour aider notre enfant? Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement de difficultés spécifiques, on ne parlera pas de défis particuliers, on va parler plus globalement. Tout à fait. Comment on fait comme parents dans notre quotidien familial? Là, c'est sûr qu'on va plus s'attarder à la lecture avec en utilisant les livres comme outil. Mais concrètement, comment ça peut se traduire dans notre quotidien de parents, la stimulation de la motricité globale et de la motricité fine? Mais la motricité globale, moi, je trouve surtout c'est génial. Là, il commence à faire beau dehors, on peut profiter de l'été, mais autant l'hiver aussi, tous les modules dans les parcs. Moi, je trouve ça fantastique pour le développement de la motricité globale. Des fois, il ne faut pas aller chercher quelque chose de complexe. Parce qu'ils doivent grimper des échelles, grimper des escaliers, glisser, se balancer. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans les modules de parc. Puis ça, ce que je recommande aux parents, c'est de varier les parcs. Parce que souvent, nos enfants deviennent très bons dans le parc qui est à côté de chez eux. Puis si c'est possible d'aller dans un autre parc, parce que tous les modules sont un peu différents, fait qu'il va y avoir des nouveaux défis pour l'enfant aussi. Et ce que je recommande aussi beaucoup pour la motricité globale, c'est d'aller jouer dans les boisés qu'on peut aller voir, dans des grands parcs aussi. Donc, d'aller profiter de la nature. Parce que souvent, les enfants, on les fait marcher sur des surfaces qui sont plates, qui sont lisses. On marche sur le trottoir, on marche dans la maison, Exactement. Fait que là, d'aller dans la nature, là, les enfants doivent prendre conscience de leur environnement, donc d'éviter les roches sur le sol. Ah, il y a un trou qui est là. Ah, il y a une racine qui dépasse ici.
puis d'aller jouer. Tu sais, souvent, je vais utiliser, tu sais, souvent des troncs d'arbres qu'on va peut-être voir par terre. Fait que là, mon garçon, je tiens la main, il marche en équilibre dessus, ça devient une poutre. Oui. De construire une cabane avec des branches qu'on va trouver aussi. Donc, de courir dans la nature, d'en profiter. Ça, je trouve que c'est une belle façon aussi de travailler la motricité globale. Fait que de sortir dehors, je trouve que c'est le meilleur des moyens que je peux recommander comme ergothérapeute. Ça coûte rien. Ça. Exactement. C'est gratuit. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est facile aussi. Oui. Fait que de laisser son enfant expérimenter. Oui. Ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est que toute la créativité que ça va laisser place. Tu sais, vraiment, là, c'est comme, ben, go, profite-en, profite. Oui. Utilise les branches, les feuilles par terre, la terre, construis quelque chose. On va créer un nouvel univers, puis on va s'amuser là-dedans aussi. Ça m'amène une question, tout ça. Oui. Puis moi, je vais parler personnellement. Moi, je suis pas du tout maman poule, dans le sens que moi, mes enfants au parc, je les laisse expérimenter. Puis si l'enfant tombe, ben je vais aller l'aider, puis tout ça. Mon conjoint est plus papa poule, lui. Il a plus de misère à laisser aller les enfants expérimenter. Jusqu'à quel point on peut laisser aller, lâcher prise sur notre besoin de protéger notre enfant, mais d'un autre côté, on veut qu'il expérimente, parce que là, je dis papa poule, mais il veut qu'il expérimente aussi, là, il veut les voir développer des habiletés et tout ça, mais c'est quoi comment on fait pour voir ça? Parce que des fois, on entend monte pas la glissade, tu sais, monte pas dans la glissade parce qu'il pourrait arriver un accident. Mais c'est un apprentissage aussi de se dire, ben il faut que je vérifie en haut s'il n'y a pas quelqu'un. Fait que jusqu'à quel point on est papa poule, maman poule? Ça, je comprends tout à fait ça. Moi aussi, j'étais très maman poule. Puis au début, je me dis non, il faut que je le laisse expérimenter davantage. C'est toujours de trouver le juste défi. Tu sais, au début, c'est sûr qu'on va plus accompagner notre enfant si on parle justement d'aller glisser. Ben, au début, on va l'accompagner puis on va lui montrer un petit peu, c'est quoi les normes. Il faut attendre que l'autre il est descendu complètement, qu'il soit plus devant. Parce que sinon, tu vas y foncer dedans. C'est ça. On veut éviter ça aussi. Il va arriver un accident. Exactement. Fait que, au début, moi, je l'accompagnais toujours les premières fois, même que je glissais avec lui. Puis là, éventuellement, ben, ça a été, ben, moi, j'étais en haut, mon conjoint était en bas. Là, il glissait, il allait vers lui. Puis tranquillement, ben, ça a été, ben, il gagne en autonomie, en confiance en lui. Puis là, il peut y aller maintenant qu'il comprend le principe aussi. Fait qu'on s'éloigne tranquillement. C'est toujours un peu ça. Fait qu'à tous les parcs, moi, je vois toujours un peu, ben c'est quoi les nouveaux défis. Fait que là, c'est une grosse échelle à monter, que les barreaux sont très espacés. Là, je vais être plus proche. Mais si c'est quelque chose qui maîtrise déjà bien, ben à ce moment-là, je vais plus le laisser aller. Mais c'est sûr qu'au début, comme parents aussi, pour nous, ben, d'être proche, c'est rassurant. Puis aussi pour l'enfant. Fait que là, il dit, parfait, s'il se passe quelque chose, je vais être là. Mais en même temps, ça fait partie de la vie d'apprendre à tomber puis à se relever. Fait que ça aussi, des fois, tu sais, je laisse tomber. Puis aussi, ce qui est bien dans les parcs, c'est que soit qu'il va tomber sur du gazon, dans du sable ou quand même des surfaces qui sont conçues pour ça. C'est ça. Fait que ça fait moins mal que de tomber ailleurs parce que c'est sûr qu'on va toujours... s'assurer que ce ne soit pas des hautes chutes non plus. C'est ça. Oui, je dis que je suis pas maman poule, mais quand même. C'est ça. Quand même. Que ça prenne pas un parachute non plus pour descendre de là. C'est ça. Mais OK. Fait que c'est d'y aller selon ce que notre enfant est capable déjà de faire, puis de toujours pousser un petit peu la limite. Oui, pour qu'il s'améliore puis qu'il prenne confiance en lui aussi. OK, parfait. Donc, aller dehors, expérimenter des nouveaux parcs. Ça, c'est le fun. Moi, j'ai des amis qui font la tournée des parcs. Oui. Puis moi, je me disais, ben je vois pas vraiment l'intérêt parce qu'on a un parc en face de chez nous. Pourquoi prendre mon véhicule pour aller dans un parc plus loin? Exactement. Là, je commence à voir l'intérêt. Génial, je suis contente. Donc, OK, parfait. Donc, ça, c'est une des premières façons dont on peut... Puis, à la maison. Tout à fait. Moi, à la maison, c'est beaucoup la motricité fine que je vais travailler à la maison. Mon meilleur ami, c'est mon bac à recyclage. OK. Moi, mon bac à recyclage, je le laisse toujours dans la cuisine. Je mets tout dedans. C'est sûr que ça soit sécuritaire. Les cannes avec les rebords. On fait attention. J'enlève ça. Mais tu sais, vraiment, puis mon enfant, il pige dedans. OK. Il va jouer avec, il va déchirer, il va construire des choses, il va colorier, il va le découper. Puis vraiment, il s'amuse. Puis encore une fois, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça laisse place à la créativité. Puis je me dis, ben après ça, on le remet dans le bac à recyclage quand c'est terminé. Puis il a pu s'amuser avec aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a toutes les activités un peu plus standards qu'on peut faire. C'est des activités de découpage, de pâte à modeler, de coloriage. Fait que ça aussi, les enfants aiment beaucoup ça, mais aussi, j'aime ça parce que ça laisse place plus à la créativité dans le bac à recyclage, puis d'apprendre à faire ça sur différents types de surfaces aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple prendre une boîte de céréales, on la découpe, on la met par terre, je fais allonger mon enfant sur le ventre au sol, puis il colore dedans.
Fait que ça fait aussi changer les positions, toujours pour augmenter la tension, puis ça développe aussi les muscles du tronc en même temps. C'est mon petit côté ergo. Oui, bien, changer les positions pour faire différentes activités. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement mauvais que notre enfant lise un livre à plat ventre. Non, ça, c'est vraiment excellent. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les crayons. Il y en a plein maintenant de sortes différentes qui existent. Des crayons pour écrire dans les fenêtres. Oui. Si on a des fenêtres à la hauteur de l'enfant, moi, je trouve ça génial. C'est sûr, il faut y apprendre qu'il ne faut pas que ça dépasse la fenêtre. Parce que ça tâche, hein, ça m'est arrivé, oui. Oui. Moi aussi, fait vécu. Ça part pas facilement. Non, ça prend beaucoup de jus de bras. Oui, exactement. Ou sur les miroirs. Oui. Aussi, ça peut être là-dessus également, les crayons pour le bain. Aussi que j'ai découvert, je trouve ça merveilleux. Fait que, tu sais, de justement permettre à l'enfant de s'amuser dans différents contextes puis d'explorer ça, on va vraiment aller chercher son intérêt puis ça va le motiver aussi. Oui, puis c'est différentes grosseurs aussi. Donc, j'imagine que ça, pour la petite main, ça aide aussi à apprendre puis à renforcer les muscles. Oui, tout à fait, de vraiment pratiquer. Parce que dans la vie, il va toujours être exposé à plein de crayons différents. Puis aussi d'apprendre à ajuster la pression sur la mine du crayon. Oui, le fameux crayon à mine qui n'arrête pas toujours de casser, le pouce-mine. Là, que... Ça casse. À un moment donné, il n'y a plus de mine. Oui, c'est ça. C'est un apprentissage. Exactement. Fait que de l'exposer à plusieurs types de crayons. Moi, ce que je recommande, c'est par exemple une semaine des crayons feutres, la semaine suivante, c'est des crayons de bois qu'on sort, puis l'autre semaine, des crayons de cire, puis on alterne. Et comme ça l'expose à différents types de crayons aussi. Mais aussi, c'est possible de faire bouger son enfant à la maison. Moi, j'aime ça souvent, c'est des déplacements. Et même des placements qu'on fait à la maison, par exemple, pour se rendre le soir pour prendre le bain. À chaque fois, on le fait en faisant la brouette. OK. Fait que, tu sais, des déplacements comme ceux-là, ou des fois pour se rendre d'un point A à un point B. OK, on le fait en courant, en imitant le lapin qu'on va sauter comme lui. Fait qu'on fait différentes marches. Fait que ça permet aussi à l'intérieur de la maison de s'amuser puis de travailler la motricité globale. Oui. Wow. OK. Puis c'est à date, là, t'as rien mentionné qui coûtait des sous, là. Non. Puis qui était compliqué non plus. Non, exactement. Moi, c'est beaucoup ça que j'aime en ergothérapie. C'est de vraiment d'utiliser qu'est-ce qu'on a sous la main. Beaucoup. Tu sais, de ne pas dépenser nécessairement une grosse fortune parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Tu sais, par exemple, si vous n'avez pas de crayon pour écrire dans la fenêtre, ben moi, j'utilise une barre de savon. Là, ça va prendre beaucoup de jus de coude pour réussir à effacer ça après ça. Une barre de savon. Ben oui, c'est super chouette aussi. Fait que à ce moment-là, je vais peut-être acheter plus un tout petit miroir, par exemple, au magasin $1. Fait que comme ça se lave plus facilement que mon gros miroir chez moi par la suite. Mais c'est des petites solutions comme celle-là qui coûtent pas cher. Puis le but, c'est vraiment que l'enfant s'amuse. Tu sais aussi, par exemple, les ciseaux, ben moi, durant l'été, sont plus souvent dehors qu'à l'intérieur. OK. Fait qu'on va aller découper les pissenlits. À la place de l'arracher, on coupe. Exactement, on va couper le gazon aussi, on va prendre des feuilles qui tombent par terre. C'est génial parce que sur les feuilles, il y a déjà les nervures. Fait que ça fait déjà des lignes naturelles. Fait que là, l'enfant peut découper en suivant la ligne. Fait que ça, je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis mon garçon, tu sais, on pratique le découpage, il s'en rend pas compte, puis il s'amuse. La même chose pour dessiner dehors aussi avec des craies durant l'été. Les bacs à sable, moi, j'adore ça. Soit avec le doigt ou on prend un crayon qui n'est pas aiguisé. Puis là, l'enfant se pratique à écrire, une brindille de bois, des fois. Là, tout à fait, exactement. Fait que, tu sais, c'est la seule limite, moi, je dis souvent, c'est l'imagination. Oui, c'est ça. Qu'on s'amuse. Donc, ça veut dire que ce que je comprends, c'est que peu importe l'activité qu'on fait, il y a toujours moyen de stimuler la motricité globale ou la motricité fine de notre enfant. Exactement. Puis vraiment, le mot-clé souvent en ergothérapie qu'on dit, c'est vaut mieux introduire ça souvent sur de courtes périodes que rarement longtemps. Donc, tu sais, si on se dit, ben là, en fin de semaine, on pendant fait un 3 heures bricolage. de temps. Oui, exactement. Là, on est mieux de l'inclure souvent. Oui. Comme dit ma paire de ciseaux, ben, tu sais, moi, je la mets dans la boîte aux lettres. Peut-être que le facteur doit trouver ça un peu bizarre. On salue le facteur. On salue le facteur, mais tu sais, j'ai mis un bout pour protéger les ciseaux. C'est pour pas qu'ils se coupent ou quoi que ce soit aussi. On protège le facteur aussi quand même. Exactement. Fait que, tu sais, moi, à chaque fois qu'on dit qu'on est prêt à découper, quand mon enfant me le propose, ben, je l'ai sous la main, on le sort, puis on l'utilise. Wow! Mais ça, c'est des bons trucs, là. Puis c'est des trucs auxquels on pense pas nécessairement quand c'est pas notre métier. Oui. Ce qui est la majorité des parents ne sont pas ergo. Alors, j'imagine que beaucoup de parents vont en profiter. Wow! OK. Puis là, maintenant, les livres. Oui! Les livres, parce que c'est ton dada, c'est ta formation, c'est avec ça que tu travailles au quotidien aussi. Tout à fait. Comment on fait? Mais ce que j'aime aussi dans cette approche-là, c'est que moi, je voulais vraiment viser que, avec tous les livres, c'est possible. Parce que c'est sûr que si on pense motricité globale, il y a déjà plein de livres qui existent, qui vont avec des postures de yoga à reproduire dedans. Moi aussi, les livres que j'ai écrits sur la marche des animaux pour avoir une bonne posture, c'est vraiment des exercices qu'on retrouve dedans. Fait qu'il y a déjà ces livres-là qui existent pour travailler la motricité globale.
Mais avec tous les livres, c'est possible aussi. Okay. Donc, on prend un livre que l'enfant connaît déjà bien. Parce que de se concentrer sur un nouveau texte, plus trouver des idées de mouvement, ça peut faire quand même beaucoup en même temps. Alors qu'on sait qu'il y en a quelques-uns que les enfants seraient capables de nous réciter par cœur. Oui, puis nous-mêmes aussi. On dit telle page, tel titre. Oui, je connais la ligne par cœur, c'est sûr. Exact. On va s'en souvenir pendant des années, j'en suis convaincue. Donc, un livre connu. Exactement, que l'enfant connaît. Puis moi aussi, je recommande toujours, 2 à 3 mouvements dans le livre parce que quand même, les livres pour enfants sont courts. Oui. Pour éviter de trop stopper la lecture. Oui, parce que ça devient ennuyant quand même. Là. Exactement. Okay. Fait que moi, ça peut... Là, c'est là qu'on laisse libre cours à l'imagination. Okay. Soit qu'on peut demander à l'enfant, ça peut être de reproduire des verbes d'action. Fait que, par exemple, le personnage, il saute, on se lève debout, puis on saute. Il commence à courir, on peut courir, il danse, on danse avec lui. Ça peut être aussi d'imiter carrément le personnage. Bien là, si c'est un lapin, on peut sauter comme le lapin. Oui. Si c'est un sorcier, bien là, on sort notre baguette magique puis on jette des sorts. De se laisser libre cours. Ça peut être imiter aussi des éléments du paysage. Là, par exemple, un arbre. Mais là, l'arbre, je demande à l'enfant de se tenir debout sur la pointe des pieds, d'allonger ses bras, puis là, je souffle sur lui. Fait que là, hop, si je souffle, OK, moi, je recule. Ah, je souffle par derrière, j'avance. Sur les côtés aussi. Fait qu'on s'amuse de cette façon-là. Fait que c'est vraiment de voir... Autant en lisant le texte qu'en regardant les images, puis demander à l'enfant qu'est-ce qu'il aimerait imiter. C'est sûr qu'au début, il va peut-être figer puis dire il va pas trop savoir de quelle façon prendre ça. Fait que nous autres, on peut servir de modèle. Fait qu'au début, c'est nous qui peut trouver des idées de mouvement ou y en proposer aussi. Pour sauter, est-ce que tu aimerais ça qu'on se mette sur une chaise, je te tiens les mains, tu sautes en bas ou de faire des sauts sur place. Puis éventuellement, lui-même va trouver des idées de mouvement puis à reproduire. Aussi, ça peut être à la fin du livre. Si c'est un livre qui est un petit peu plus long, qui a peut-être davantage de contenu, bien, ça peut être à la fin de dire c'est quoi ta scène préférée dans le livre, que tu as le plus aimé, puis on va la mettre en action. On va la concevoir chez nous en utilisant des objets. Par exemple, on dit moi, j'ai adoré le magicien avec une cape. On va aller chercher un drap, on va faire la cape avec, puis on va l'imiter. Fait que le but, c'est vraiment d'y aller avec des grands mouvements, puis d'utiliser son imagination pour le faire. Puis les enfants, ils embarquent, ils aiment ça, puis ça les fait bouger. Oui. Petit conseil de maman, peut-être pas avant l'heure du dodo. Oui, bien là, c'est ça. Moi, je me vois, là, je lis dans mon lit avec les 4 enfants. Puis là, si je commence à les faire sauter comme des grenouilles, ça se peut que le dodo soit retardé un peu. Exactement. Oui, donc prendre un moment où l'enfant est réceptif aussi. J'imagine pas trop fatigué non plus. Non, idéalement. Puis souvent, moi, c'est souvent plus le matin, la motricité globale, quelque chose souvent un meilleur moment qui est propice aussi, puis qui va vraiment motiver les enfants à bouger, qui ont plus d'énergie, plus disponible, puis que l'assiette est un petit peu plus loin s'ils en font une encore. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une belle façon de dynamiser un petit peu la lecture. Puis ça, on peut le faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi. Oui, donc là, on peut jumeler les conseils du début, d'aller dehors sur des surfaces différentes avec le livre, la lecture. Tout à fait. Wow! Et encore une fois, c'est gratuit. Oui! Mais moi, c'est je trouve ça. Puis ce que j'aime aussi dans tout ce que tu proposes, c'est que c'est pas compliqué. Non. C'est facile de l'intégrer à notre quotidien familial parce que souvent, comme parents, on manque de temps. Oui, on manque de temps. On manque d'énergie. Tout à fait. Puis on manque d'idées. Souvent, on ne sait pas trop. On n'est pas des spécialistes dans ça, donc on ne le sait pas. Mais là, j'aime ça parce que tu nous demandes vraiment depuis le début de la discussion que ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis que ça peut travailler beaucoup, puis payer à long terme pour l'enfant, là. Vraiment. Puis la clé là-dedans, c'est le plaisir. C'est ça, C'est ça que je trouve que c'est toujours ça qui va être le plus gagnant, peu importe les exercices qu'on souhaite faire. Tu sais, l'enfant, il n'en est même pas conscient qu'on se dit « Ah, ben là, oui, sa motricité globale, j'aimerais peut-être au niveau de sa posture, j'aimerais ça développer ça, ou j'aimerais ça peut-être travailler son équilibre davantage, parce que là, le vélo s'en vient, puis il y a beaucoup l'équilibre qui est impliqué. » Par exemple, on peut orienter le tout sans que lui-même s'en rende compte. Puis lui, il est juste dans le plaisir. Puis c'est ça qui est gagnant. C'est merveilleux. Puis là, la motricité fine avec la lecture, comment on fait ça? On ne le fait pas découper les pages du livre, toujours. Là. Non. Comment on fait ça? Quoique, non. Il y a des livres de plus en plus interactifs à utilisation unique là, qu'on peut découper. Justement, j'ai vu ça dernièrement passer. C'était une recommandation, puis c'était une proposition de livre, là, puis c'était vraiment un livre que une fois que tu as fini de le lire, le livre est à toi, mais il ne pourra pas se revendre. Là. Non, c'est sûr. C'est ça. Mais oui, de plus en plus qu'il y a des coloriages qui sont inclus dedans.
des découpages à réaliser. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a de plus en plus de livres avec des textures, avec des rabats à soulever, même des chemins à suivre qui sont encastrés dans le livre. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Puis il y en a de plus en plus aussi qui sont interactifs, qui demandent aux enfants de faire des mouvements avec le livre, de le prendre, de le secouer, de toquer à la porte du livre, d'appuyer sur un bouton précis. Fait que ça permet tout de travailler la motricité fine. Mais déjà, de base, la première chose que je dis en motricité fine, c'est de laisser les parents manipuler les livres par les enfants. Fait qu'on les rend disponibles. C'est sûr qu'au début, le premier livre qu'on va leur proposer, c'est le livre de bain parce qu'il est pratiquement indestructible. Oui, c'est ça. Il peut le mettre dans sa bouche, puis il n'y a pas de problème, baver dessus, puis ça va. Tirer sur les pages aussi, puis il est quand même très résistant. Après ça, on va dans les livres en carton avec des pages qui sont un petit peu plus épaisses. Il y en a même avec des onglets qui sont encore plus faciles à prendre puis à tourner. Puis il y en a qui sont avec le carton que c'est un petit peu plus mince. Puis éventuellement, on va vers la feuille standard qui va être la même chose qu'il va voir tous les jours à l'école aussi pour son agenda, ses cahiers d'exercice. Fait que moi, ce que j'aime toujours un petit peu la transition entre carton mince puis la feuille très, très mince standard, ben, c'est les livres qui sont lustrés. Avec des pages avec un fini illustré, ça fait que c'est un petit peu plus épais, puis aussi plus difficile à déchirer également pour l'enfant. Oui, parce qu'une page, quoi de plus triste que de déchirer sa page de livre quand on la tourne? Moi, j'ai eu des crises à la maison avec ça, là, tu sais, une page, puis ils veulent pas la déchirer, mais ils sont encore un peu maladroits, puis fou, la page elle déchire, fait que ça, c'est triste, là. On a bien beau mettre du papier collant, c'est pas pareil, là. Non, je suis d'accord avec toi, les papiers collants, un petit peu la limite, fait que c'est d'apprendre tranquillement à manipuler. Puis avec les enfants, tu sais, c'est vraiment d'y aller. Tu sais, une fois que là, par exemple, là, le livre de carton, les pages épaisses, puis après les tourner une par une, ben là, on parle avec des livres à carton avec des pages un petit peu plus minces, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que là, ça se passe bien pour l'école aussi. Parce que c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les livres, on les pratiquer à l'école, parce que les pages d'un agenda, c'est très, très, très mince. C'est mince, c'est du papier recyclé souvent, puis ça déchire en les regardant, là. C'est très mince. Exactement, fait que ça va les pratiquer. Puis après ça, ben sinon, avec tous les livres aussi, travailler la motricité fine, même s'il n'y a pas de rabat à soulever, de chemin à suivre ou quoi que ce soit, ben tous les livres, on peut faire la même chose, comme la motricité globale. Tu sais, moi, cette fois-ci, ça va être d'imiter des animaux, par exemple, avec les mains. Ou est-ce qu'on va imiter un lapin en levant 2 doigts, en le faisant sauter. Oui, fait qu'on on fait sauter comme ça ici. Le lapin. De faire un papillon où est-ce que là, les 2 mains sont ouvertes, on croise les pouces puis on fait voler le papillon dans le ciel. Des mouvements aussi, d'impliquer l'enfant. Comme là, si on voit qu'un personnage se brosse les cheveux, ben de mettre sa main en style râteau puis de peigner les cheveux du personnage dedans. Il ouvre une lampe de poche. Ben clique dessus pour l'aider à l'ouvrir. Fait que c'est vraiment de profiter encore une fois, de l'histoire puis de reproduire le tout. Là, on parle de courir. Ben avec motricité globale, on court debout. Avec motricité fine, là, ça peut être les 2 doigts qui courent exactement sur une surface, sur son avant-bras. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va travailler aussi la motricité fine avec les enfants. Puis je recommande aussi de prendre un livre que l'enfant connaît quand même déjà bien. Encore une fois, Puis ça peut très bien se faire avant de le coucher, avant la sieste aussi. Tranquille un peu, là. Exactement. Que là, l'enfant va vraiment pouvoir, encore une fois, laisser libre cours à son imagination. Moi, c'est beaucoup que j'aime ça. Pour ça, en ergothérapie, ce qu'on aime beaucoup, c'est de pouvoir généraliser dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, par exemple, on lui demande dans le livre de faire semblant d'ouvrir la lampe de poche. Bien là, après ça, on peut sortir une lampe de poche, il l'allume, puis là, il peut s'amuser à la maison, aller sous un lit, aller sous la table. Fait que de permettre de généraliser la même chose. Il fait semblant de peigner les cheveux, puis après ça, on peut prendre un peigne, puis là, il se pratique sur lui aussi. Donc, on prend ce qu'on voit dans la lecture, tout ça, puis on le transpose au quotidien. Exactement. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Puis si on parle, par exemple, des prérequis là, pour l'entrée à la maternelle, parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se questionnent. Qu'est-ce que mon enfant devrait savoir faire? Qu'est-ce que mon enfant... Donc, au niveau moteur, est-ce que mon enfant a déjà besoin de prendre son crayon de la bonne façon? Comment ça fonctionne rendu à l'école? Est-ce que c'est à moi, comme parent, de lui montrer comment bien découper en suivant la ligne? Ou comment... Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Puis c'est quoi qui est attendu de notre enfant à ce moment-là? Pour rentrer à la maternelle, il y a quand même, en général, un enfant qu'on va exposer à l'écriture, découpage, habillage, tu sais, qui va suivre un développement typique, si je peux dire ça ainsi, bien, tout va déjà être mis en place pour son entrée à la maternelle. Fait que ça, dans le fond, c'est juste de prendre conscience, de l'exposer comme tu disais. Tu sais, si c'est sûr que là, si une semaine avant de commencer l'école, c'est la première fois de sa vie qu'il voit une paire de ciseaux, là, OK, ça risque d'être plus problématique.
Mais versus si ça fait déjà un moment, à partir de l'âge de 2 ans, par exemple, je prends le découpage, bien, c'est la phase d'intérêt. Fait que là, l'enfant, c'est quoi ça, une paire de ciseaux? J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment est-ce qu'on utilise ça? Puis éventuellement, ben là, il va apprendre que ça s'ouvre, que ça se ferme, que je découpe un trait. Il va y aller avec les deux doigts, les deux mains. Exactement. Oui. Fait que là, éventuellement, il va être capable de donner plusieurs coups de ciseaux à la suite de l'autre. Par la suite, on va introduire des formes à découper. Ça va être le carré de justement, je découpe, je tourne la feuille, je continue à découper. Fait que tout va se faire quand même assez graduellement en l'exposant. Donc, ça, de ce côté-là. Mais sinon, c'est sûr que pour le préparer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pour préparer l'enfant, c'est de l'exposer à des choses qu'il n'a pas nécessairement vues dans sa vie. OK. Si je pense aux garçons, par exemple, l'urinoir. Oui. Il y en a beaucoup que la première fois de leur vie, l'urinoir, ça va être à la toilette de l'école qu'ils vont le voir ou qu'ils l'auront peut-être juste vu au centre d'achat. Mais on pense pas à ça du tout. Non, c'est ça. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, c'est ce genre de choses-là que je recommande plus les parents, que je les oriente davantage là-dessus. Fait que l'urinoir, ben de pratiquer son garçon peut-être juste à faire pipi debout à la maison, de le pratiquer, puis d'aller dans un urinoir d'une toilette. On va dans un centre d'achat, dans un restaurant, quand il va être ouvert, qu'on va pouvoir y aller. Puis de se pratiquer, parce qu'avant que l'enfant arrive à l'école, puis il fasse « mais c'est quoi ça? » Déjà que c'est assez stressant commencer l'école, si on peut l'aider à ce niveau-là. La même chose, aller dans une toilette publique. Parce qu'à la maison, ben je ferme la porte. Exactement. J'ai pas besoin de barrer la porte. Fait que là, comment ça fonctionne de barrer la porte, après ça, réouvrir, c'est quand même différent. La même chose avec la boîte à lunch. Souvent, c'est une première fois aussi qu'ils vont être exposés. Fait que souvent, l'été avant, je recommande aux parents d'acheter la boîte à lunch, le sac à dos plus tôt. Puis là, au début de l'été, ben on prend le sac à dos, on met la boîte à lunch dedans. C'est l'enfant qui le fait. C'est pratique à utiliser, les fermetures éclair. On va pique-niquer dans le parc. Puis là, il apprend à connaître comment est-ce que j'ouvre tel contenant, comment est-ce que je fais ci, je fais ça, pour que l'enfant s'habitue, puis qu'à la fin, ben c'est le jeu de Tetris pour tout remettre à l'intérieur de la boîte à lunch aussi. Comment rentrer ça? Exactement. Fait que c'est tous ces éléments-là, beaucoup que je recommande aux parents de pratiquer aussi. C'est aussi si l'enfant, il n'a jamais été tant habitué à rester pendant un certain temps assis, ben je recommande peut-être d'aller plus vers des tâches où est-ce qu'on commence à introduire, ben là, on va faire une tâche, le coloriage, mais cette fois-ci, on va le faire assis à une table, parce que c'est beaucoup comme ça à l'école aussi. C'est sûr qu'au préscolaire, ils vont davantage bouger, en profiter. Mais quand même, de tranquillement s'habituer à, ben oui, il faut que je reste assis puis que je commence à écouter des consignes. Aussi, ce que je recommande aux parents, c'est d'aller durant l'été voir le parc de l'école pour que l'enfant se familiarise avec les modules de jeu. Parce que les modules de jeu peuvent être quand même très différents d'un parc à l'autre. Fait que déjà là, ça va diminuer son anxiété quand il va commencer, parce qu'à la récréation, il va savoir à quoi ça ressemble la cour d'école, puis déjà avoir un petit peu ses points de repère tranquillement pour lui. Parce que souvent, c'est possible d'aller visiter la classe peut-être avant un petit peu, de rencontrer l'enseignant. Mais c'est quand même assez rapide. Fait que là, si c'est possible au moins l'extérieur de l'école, tu t'es déjà un petit peu familiarisé. Puis comme ça, quand tu vas y aller, ça va être plus simple par la suite aussi pour l'enfant. Fait que moi, c'est beaucoup ces éléments-là auxquels l'enfant n'a pas nécessairement été exposé pour faciliter la transition par la suite. C'est de regarder dans notre vie d'adulte, qu'est-ce qu'on fait au quotidien quand on sort de chez nous, finalement. C'est en plein ça. Qu'est-ce qui est pas comme à la maison. C'est en plein ça, oui. Puis on expose notre enfant à ça. Donc, c'est pas très compliqué, finalement. On n'a pas besoin de sortir des activités éducatives puis tout ça pour que notre enfant soit prêt. C'est en plein ça, parce que l'enfant, c'est sûr, c'est toujours de l'exposer, comme je disais. C'est un enfant qu'on a exposé à plein d'éléments différents, qu'on a quand même resté à l'affût au niveau de son développement, puis de dire, c'est ça, comme le découpage autour de 2 ans, la phase d'intérêt, les crayons qu'on l'a exposé jeune aussi, qui est habitué de les manipuler, l'habillage, de développer l'autonomie à la maison, qu'il soit autonome pour s'habiller, apprendre à se laver les mains. Ça, ils l'ont beaucoup appris avec la pandémie. Oui, quand même. Ils sont rendus bons, les tout-petits. Très, très bons, tu sais. Fait que tous ces éléments-là, fait que là, moi, ça serait les autres éléments auxquels, comme tu disais, ils n'ont pas été exposés à la maison, ils n'ont pas été exposés à leur garderie non plus. Un urinoir, il n'y a pas ça, la garderie, là, c'est des toilettes. Exactement, tu sais, fait que, si moi, je pense que j'ai un garçon, il a toujours, appris à la toilette, assis. Là, il y a les urinoirs, fait que c'est d'apprendre, comment ça fonctionne. Fait que c'est tout ça qu'on va exposer l'enfant tranquillement, toujours dans le but de diminuer un petit peu l'anxiété, le stress, parce que c'est quand même très stressant pour eux. Tu sais, c'est gros. Si on parle de la garderie à l'école, fait que si on peut mettre tous ces moyens-là en place, ça va vraiment faciliter le tout par la suite. C'est ça, parce que
par exemple, à la garderie, ils travaillent le côté éducatif aussi. Oui, là. beaucoup. Mais comme on vient de dire, il n'y a pas d'urinoir. Souvent, la porte, elle ne se barre pas avec un loquet comme ça. C'est vraiment... puis c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais il faut juste prendre le temps de s'y attarder puis de se poser la question comme adulte. Exactement. Parce que, tu sais, par exemple, le repas, l'enfant, il a toujours été habitué que ça l'arrivait dans une assiette devant lui. Ben oui, c'est prêt avec la fourchette à côté. Exactement. C'est ça. Tu sais, d'avoir des contenants à ouvrir, ça va être quelque chose de nouveau pour lui. Ouais. Et des fois, les contenants sont très difficiles à ouvrir aussi. Oui, même les parents, des fois, on a de la misère à les ouvrir. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Juste l'autre jour, je pensais, c'est mon chum qui a fait le lunch. Puis, tu sais, il a mis les crudités dans un contenant à part. OK. Mais là, j'ai dit, restait de la place dans le contenant de sandwich. Ça va être plus facile pour l'enfant d'ouvrir juste un contenant que d'en ouvrir deux. Mais ça, c'est mon réflexe un petit peu plus de prof, puis un petit peu plus de... Mais ça, on y pense pas. On y pense pas tout le temps. Exactement. Que l'enfant, nous, moi, j'aime bien mieux avoir mes carottes dans un contenant à part, mais pour l'enfant, c'est 2 étapes, puis même 4, parce qu'il faut qu'il referme les contenants, puis qu'il les range, là. Oui, exactement. Donc, c'est d'avoir ça en tête que pour un tout petit, c'est pas aussi facile que pour nous, finalement. Non, exactement. Puis tu sais aussi, ils ont toujours des petites mains. Tu sais, souvent, on a tendance, vu que c'est nous qui fait le lunch, on oublie un petit peu parce qu'on a des grandes mains. On a la force qui vient avec, puis les mouvements dissociés des doigts aussi, tu sais, qui peuvent bouger indépendamment un des autres. Pour l'enfant, c'est quand même plus difficile. Puis aussi, après ça, d'être en mesure de bien le fermer, c'est un peu comme un jeu de casse-tête, des fois, je trouve. Bon, quel contenant va où, de quelle façon je le fais. Juste savoir quel couvercle va avec quel plat. Des fois, les plats se ressemblent un peu. Des fois... Ben oui, juste ça, c'est vrai. Fait que ça peut être un truc aussi, des fois, d'y aller avec des contenants de couleurs différentes. Comme ça, au moins, il y a la couleur que ça va faciliter. Même si on a sensiblement la même forme, ben, au moins, avec la couleur, ça va être plus facile pour lui. Puis ça peut même être carrément, moi, ce que je recommande souvent aux parents, tu sais, il y a plein de beaux sacs à dos, plein de boîtes à lunch, plein de beaux contenants. Mais des fois, ils sont très difficiles à ouvrir. Fait d'aller avec l'enfant en magasin, d'essayer. Ah oui. Fait que comme ça, ben là, lui-même, avant même de l'acheter, puis ça l'évite d'avoir plein de contenants finalement qu'on n'utilisera pas parce que c'est trop difficile à ouvrir, puis que même pour nous, comme adultes, on fait « Ah non, moi-même, j'ai de la difficulté. » Oui, absolument. Ah, mais ça, c'est un bon truc. Oui, de l'inclure là-dedans. Mais c'est sûr que moi, ce que je recommande beaucoup aux parents, si ont des questions sur le développement de leur enfant, ben c'est un livre que j'adore. C'est « Le développement de l'enfant au quotidien ». C'est publié par Francine Ferland, qui est ergothérapeute en pédiatrie, qui est vraiment une sommité au Québec là-dedans, aux éditions du CHU Sainte-Justine. Puis même sur leur site, il y a un tableau à télécharger qui parle du développement de l'enfant de 0 à 6 ans par sphère du développement, puis qui détaille en 2 à 3 ans qu'est-ce qui est attendu pour un enfant au niveau de la motricité globale, la motricité fine. Fait que moi, beaucoup, je le suis moi-même comme maman, je le trouve intéressant. Puis aussi, il y a toujours naître et grandir aussi pour se fier sur les grandes étapes du développement de l'enfant. Mais normalement, si on met différents moyens en place et techniquement, la propreté de jour, ben, c'est entre 2 à 4 ans, par exemple. Fait que ça, c'est sûr que c'est un élément à travailler, puis de s'assurer que l'enfant, ben, au niveau s'il va faire un caca, une selle, ben, soit capable de s'essuyer. Oui, c'est ça. Parce que ça, on n'y pense pas non plus, mais à l'école, on n'est pas là pour l'aider. Là. Non, c'est ça. Si on le fait encore, là, c'est peut-être le temps d'emboîter le pas, parce que techniquement, c'est pas l'enseignante qui va le faire comme elle a tous les autres élèves. Fait que ça peut être des petits trucs comme ceux-là, de penser, ben qu'est-ce qui va se produire à l'école que mon enfant, je serai pas là pour l'aider ou il n'y aura pas d'adulte nécessairement pour l'aider. C'est sûr, l'enseignante est toujours là quand même. À l'habillage d'hiver, elle va être là. Elle va toujours être présente. Mais il y a toujours des enfants aussi qui ont plus de difficultés plus longtemps. C'est normal. C'est tout à fait normal aussi. Mais c'est sûr que l'enseignante, souvent quand je recommande aux parents, par exemple, de pratiquer l'habillage d'hiver un peu à la maison avant que ça arrive à l'école, ben, les enseignants aiment beaucoup ça aussi. Je comprends. Attacher 20 manteaux, c'est long, là. Après l'autre. Moi, j'ai toujours juste en tête les collations quand j'enseignais, quand c'était le temps des clémentines. Puis que là, j'avais 20 enfants devant moi dont la clémentine n'était pas épluchée. Puis là, moi, dans ma tête, mais c'était impossible. Là. Donc là, moi, j'ai comme je suis fixée là-dessus. Là. À chaque fois que je donne des clémentines, je les épluche. Là. Même rendu plus vieux, là, il est rendu à 10 ans, mon grand, là, j'épluche sa clémentine. Là, fait que c'est toujours là-dessus que j'ai ça en tête. Mais comme parent, on épluche une clémentine, ça va vite. Mais de montrer à notre enfant, ces petits détails, ouvrir une banane. Tellement, tout à fait. C'est ça. Enlever le collant sur la pomme. Sinon, on le fait pas, mais le montrer à l'enfant. Le nombre de crocs que j'ai vus aussi. Avec la...
avec le collant. Exactement. Parce que Hey, mais l'enfant, ça, il est pense habitué. pas. Fait que c'est ça, c'est tous des petits moyens comme Ouais. ceux-là. Puis c'est d'essayer de se dire, ben qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Puis souvent, quand on va aller visiter, quand il va y avoir l'accueil qui va Oui. se faire à ce temps-ci de l'année, au mois Oui. de mai davantage, pour préparer l'entrée Oui. à la maternelle, ben souvent aussi, il y a des documents qui vont être remis par les centres de services scolaires. Fait que Oui. de se fier à ça aussi. Mais sinon, c'est vraiment de penser à tout ce que l'enfant va faire à l'école qu'il Oui. fait pas d'habitude, puis d'essayer de le pratiquer. Puis l'enfant va tellement être content parce que lui, rendu à la collation, ben, il va avoir de la facilité avec sa boîte à Ben lunch. oui. Fait qu'il va vraiment être content. Ben, ça va prendre moins de temps, puis il va Ben pouvoir la oui. manger tranquillement au lieu Oui. de se dépêcher à la fin. Là. Exactement, c'est en plein ça. Eh bien, Valérie, c'est déjà fini. Ça passait trop vite. Ça passe vite. Je te remercie vraiment beaucoup. Si les gens veulent en savoir plus, justement, parce que tu fais plein de choses, où on te suit? Je suis sur Facebook et Instagram, donc Valérie Kempa, Kempa, ergothérapeute et bibliothécaire. Donc, j'aime beaucoup combiner les deux, favoriser le développement des enfants grâce aux livres. Super. Donc, on va mettre tout ça dans les commentaires ou en lien, là. Puis, ben, merci infiniment d'être venu discuter avec moi. Ça fait tellement plaisir. Merci encore beaucoup à vous. Je suis une grande fan de passe-temps et de placottes. Fait que c'est un immense honneur d'être là aujourd'hui. Merci. Merci.